votre santé cette semaine, on s'arrête sur une affection extrêmement répandue qui gâche la vie de nombreuses femmes. Je veux parler de l'endométriose. On en parle avec vous, Sylvain Tassi. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Sylvain Tassi, chirurgien gynécologue et membre du comité scientifique d'Endo-France, spécialisé donc sur cette question de l'endométriose. Regardez, le chiffre du jour, c'est évidemment la proportion de femmes concernées par cette affection gynécologique. Une femme sur 10 souffre d'endométriose, ça représente 2 à 3 millions de personnes en France. C'est donc considérable. Alors, d'un mot, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, qu'est-ce que c'est que l'endométriose? Une maladie inflammatoire qui concerne les femmes, qui concerne le développement de la muqueuse de l'utérus à l'extérieur de l'utérus, dans d'autres zones où elle ne devrait pas se trouver, générant soit des douleurs, soit des problèmes de fertilité. Oui, c'est la première cause d'infertilité en France. Et de très loin devant les autres, effectivement, c'est la première cause d'infertilité féminine, bien sûr, et même de couple actuellement. Alors, les symptômes, c'est quoi? Ce sont essentiellement des douleurs, parfois puissantes. Comment ça se manifeste? Ça peut aller de tout à rien. On a des patientes qui vont être porteuses d'endométriose qui ne le savent même pas, qui ne déclenchent pas spécialement de douleur, et d'autres qui vont au contraire vivre un véritable cauchemar. Ça peut être extrêmement douloureux, principalement lors des règles, mais ça peut être lors de l'ovulation, lors de la défécation, lors des rapports. On a des tonnes de symptômes différents, parce qu'en fait, ce n'est pas une maladie, ce sont des dizaines de maladies différentes, et chaque femme va avoir une version complètement différente. En tout cas, ça peut véritablement être invalidant au quotidien. Ça peut faire vivre un véritable cauchemar. On a des patientes qui ne peuvent plus aller travailler pendant les règles. On a des patientes qui n'arrivent même plus à avoir une sexualité, tellement c'est devenu douloureux, entre autres. C'est une maladie dont on parlait il y a encore peu, il y a quelques années, alors elle était bien là. Aujourd'hui, on a changé d'approche vis-à-vis de l'endométriose. Elle est mieux diagnostiquée notamment. Alors, c'est un travail considérable, sociétal, qui s'est produit depuis, je pense, à peu près une dizaine d'années, grâce aux femmes, grâce aux associations qui vraiment sont allées au créneau, sont allées militer, pour que enfin on arrête de dire que la douleur, c'est normal. On disait à ces femmes, jusqu'à une période récente, et on l'entend malheureusement encore un petit peu, les règles, c'est normal que ce soit douloureux, les rapports, oui, ça peut être douloureux, t'es un peu chochotte, etc., etc., etc. Et en fait, une espèce de banalisation de la douleur qui était intolérable et insupportable en 2022. Mais comme quand avant. vous dites on, vous voulez parler aussi des médecins, j'imagine. Alors vous allez me faire dire du mal. C'est vraiment un problème sociétal en fait. Les médecins n'étaient pas exclus de ce truc-là. On assistait, et on assiste encore un petit peu, à un système dans lequel on disait à des femmes, oui, oui, tu as mal pendant les règles, au point de... Tu as mal pendant les règles, c'est normal, en oubliant de préciser qu'elle ne pouvait même pas se lever d'un lit pendant ces règles. Alors, aujourd'hui, on avance aussi du coup sur la prise en charge. Il y a notamment un centre pionnier qui s'est ouvert à Cagnes-sur-Mer. Alors, c'est une unité où on ne prend pas forcément en charge que l'endométriose, mais on prend notamment en charge l'endométriose. Comment on prend ça en charge aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une prise en charge spécifique à l'endométriose? Alors, on a fait d'énormes progrès. Il faut quand même noter que la région PACA est vraiment une région pionnière. On a 3 régions pilotes dans l'organisation des soins vis-à-vis de l'endométriose. L'Île-de-France, le Rhône-Alpes et la région PACA. Donc, on est vraiment dans une région pilote sur ce sujet-là. La prise en charge a fait... J'y assiste et j'essaie de l'organiser en tout cas depuis au moins une dizaine d'années, des progrès considérables. On était jusqu'à il y a une douzaine d'années très primitifs dans notre prise en charge. On met la pilule ou on opère. J'exagère un petit peu, mais à quelque chose près, c'était ça. On est actuellement dans le développement d'une pluridisciplinarité. J'aime à dire que c'est une maladie 2.0, voire 3.0, qui nous fait sortir de nos zones de confort. On n'est plus du tout dans la prise en charge typiquement médicale et classique. On va avoir de multiples intervenants, médecins de la douleur, kinés, ostéopathes, nutrithérapeutes, etc., 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 qui sont venus aider le milieu médical plus traditionnel. Donc dans cette unité, si je comprends bien, il y a une prise en charge un peu globale, exactement, avec plusieurs spécialités. Mais alors on peut se demander par exemple en quoi un nutritionniste, un diététicien par exemple, peut aider dans la prise en charge de l'endométriose. En fait, c'est une maladie inflammatoire très complexe qui va avoir de multiples facettes. Pourquoi pas, puisque vous le citez, la facette alimentaire. Une maladie inflammatoire qui reçoit des aliments pro-inflammatoires se met, dans la grande majorité des cas, à s'activer. Si au contraire, on travaille un petit peu sur la nutrition, on va pouvoir désactiver certains facteurs inflammatoires. Ça peut avoir des résultats excellents, on peut avoir des résultats qui sont un petit peu plus médiocres, ça dépend des patientes. Est-ce qu'on a une idée des causes de l'endométriose?
On a une idée des causes, on a une part génétique, on a une part environnementale, on a aussi une part sociétale, puisque les femmes dans notre société vont faire des enfants de plus en plus tard, donc vont être exposées à des longues périodes de règles où l'endométriose va pouvoir se développer peut-être un petit peu plus, etc., etc. C'est vraiment multifactoriel, c'est une maladie inflammatoire très compliquée. En tout cas, elle a toujours existé, a priori. Elle a probablement toujours existé, en tout cas elle est décrite depuis maintenant plus de 100 ans, donc c'est une maladie qui est ancienne, qui est connue comme ancienne, mais qui actuellement soit se développe beaucoup plus, soit est beaucoup plus diagnostiquée. En tout cas, elle est sortie de l'ombre. C'est une maladie qui n'est plus dans l'ombre. Quand vous parlez de causes environnementales, à quoi vous pensez un peu plus précisément? Typiquement, perturbateurs endocriniens. Nous avons à l'évidence des facteurs perturbateurs endocriniens qui ont une activation. C'est une maladie qui est à développement hormonal, donc l'endocrinologie est en plein dedans. Des facteurs alimentaires aussi chez les jeunes femmes qui ont vraiment des alimentations très dégradées avec des quantités de gluten très importantes, etc., etc. On a identifié certains facteurs alimentaires comme prédisposants au développement. C'est aussi une maladie génétique, ce qui rejoint la question que vous m'avez posée au début, puisque sociétalement, la maman a souvent eu des règles très douloureuses, probablement comme la grand-mère et l'arrière-grand-mère. Et en fait, on assiste à des familles entières où les femmes se répètent que c'est normal de génération en génération, probablement parce que depuis le Moyen-Âge, on se dit ça. Voilà, alors qu'en fait, ça n'est pas forcément normal. Il y a aussi des femmes... Ce n'est jamais normal. Ce n'est jamais normal. Au moins, c'est clair. Des femmes ont signalé des troubles de leur cycle après le vaccin Covid. Alors, il y a une étude américaine, effectivement, qui indique qu'une femme peut présenter un léger allongement de son cycle menstruel suite à la vaccination, mais sans conséquence sur le plan clinique. Mais on a rencontré quand même des femmes qui sont touchées par l'endométriose et qui s'interrogent aussi. Je vous propose de les écouter. Moi, je ne suis pas contre le vaccin, mais comme beaucoup de Français, j'avais des appréhensions. Donc, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec mon médecin pour en discuter directement avec lui. Il a tout mon dossier médical. Et effectivement, de lui-même, il m'a dit, pour le moment, vaut mieux éviter la vaccination, je vous fais une contre-indication. Il m'a carrément fait une contre-indication écrite, au cas où, à mon travail, on me forçait à me faire vacciner. Il y avait cette preuve comme quoi c'était déconseillé par rapport à mon état de santé. Lors de la deuxième dose, la maladie s'est réinstallée avec ces douleurs chroniques, cette fatigue, ces nuits insomniantes. Donc à la suite de ça, donc c'est vraiment le chemin de croix. Hein. J'ai pris rendez-vous avec mon gynécologue qui me suit depuis plusieurs années. J'ai réussi à obtenir une prescription pour un IRM pelvien qui est l'examen qui permet d'identifier les lésions d'endométriose. Donc j'ai réussi, donc là c'est le parcours de l'endogirl, comme on dit. J'ai passé mon IRM et mes craintes se sont avérées puisque est apparu des lésions d'endométriose. Alors, est-ce qu'on peut rassurer les femmes qui sont touchées par l'endométriose, leur dire qu'elles peuvent aller se faire vacciner sans risque? Alors, situation compliquée parce qu'on est encore un petit peu en cours d'évaluation. De nombreuses patientes vont présenter, mais c'est vraiment décrit comme une durée très limitée, une perturbation des cycles qui suivent la vaccination ou une infection à Covid. Il faut bien le préciser, c'est la Covid ou la vaccination. Ah oui, donc si on a le Covid, on peut aussi avoir son... Très souvent, on a des patientes qui me disent « j'ai eu la Covid et dans la foulée, j'ai eu pendant 3 à 6 mois des grosses perturbations au niveau de mes cycles ». Le problème, c'est que qui dit perturbation au niveau du cycle, dit potentiellement accroissement des symptômes douloureux. Actuellement, nous avons été confrontés à de nombreuses demandes moi j'ai eu beaucoup de patientes qui m'ont dit il faut me faire une contre-indication parce que j'ai peur effectivement de retomber dans la douleur alors que maintenant ça va mieux et on peut tout à fait les comprendre, la demande est tout à fait légitime. Nous devons actuellement passer par ce qu'on appelle une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire, où un avis d'experts, de multiples experts, va se positionner là-dessus. Moi, en tant que chirurgien, je ne suis pas expert en vaccination, pas du tout. Donc, je n'ai pas l'habilitation à donner une éventuelle contre-indication ou pas. Je leur dis, moi, ce n'est pas mon domaine. C'est une situation un peu compliquée. Actuellement, on ne peut pas dire, à ma connaissance, que c'est une contre-indication à la vaccination, puisque ce sont des troubles du cycle qui sont provisoires, qui sont ponctuels et qui sont loin d'être systématiques. De mon expérience, ça concerne à peu près 30% des patientes. En tout cas, ces interrogations, elles soulèvent plus largement la nécessité d'informer autour de l'endométriose. On manque encore d'informations, on n'informe pas assez dans les cabinets de gynécologie encore sur ces questions? Je ne sais pas si on n'informe pas assez ou si on informe mal. Nous sommes, encore une fois, dans une maladie 2.0, 3.0. L'information, puisqu'elle n'était pas au goût des patientes et des associations suffisamment bien faites par le milieu médical, elle a été prise, contrôlée par les médias, au sens blog, au sens associatif, au sens large du terme, de tout. Et le milieu médical a à un moment perdu un petit peu le contrôle de ses patientes. Et alors l'information, le problème c'est que du coup, on se retrouve avec une information qui est
un petit peu brouillon, ça part un peu dans tous les sens. Nous sommes actuellement en train d'organiser beaucoup mieux la prise en charge de ces patientes, la prise en charge aussi des professionnels de santé, car il faut qu'ils soient bien formés pour pouvoir eux-mêmes informer. Et en cela, la région PACA est une fois de plus pilote. On devrait arriver d'ici quelques années avec des gens qui sont bien formés. Des gens bien formés, ça veut dire des patientes bien informées. Eh bien, c'est ce qu'on peut souhaiter dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Dr Sylvain Tassi, d'avoir été notre invité ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et demain, nous serons vendredi, et comme chaque vendredi, ce sera Top Sortie. J'aurai le plaisir de recevoir le comédien Laurent Barra, qui viendra nous parler de son spectacle en rodage, paraît-il. Dans un petit instant.